Élite Science, la science autrement. Salam, salam, encore une fois les gars, j'espère que tout se passe bien. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes sur le marathon spécial préparation des devoirs du premier semestre, les devoirs standardisés. Et nous sommes actuellement avec les élèves de première S1. Donc voilà un exo. Voilà un exo quand même très intéressant, très technique. Voilà, donc qui va pousser quand même la réflexion très loin parce que nous avons à utiliser donc des relations mathématiques pour établir donc certaines valeurs, certaines variables. Donc on va l'attaquer sans plus exister. J'espère que vous avez eu le temps de l'essayer. Il est très intéressant, vraiment. Il est très intéressant. Maintenant, ici, on nous dit que nous avons une tige de longueur grand L, donc qui est égale à deux petit L, qui est égal à 2M, n'est-ce pas? Donc, et là, nous avons chose comment ça s'appelle, de masse M. Et là, donc, on dit que cette tige-là, elle porte séparément à ses extrémités les cylindres C1 qui est là et C2 qui est ici. Donc, de masse respective M1 et M2, n'est-ce pas? Et de rayon aussi, donc nous avons R1 et R2, aussi simple. Donc la tige plutôt, les cylindres sont pleins, n'est-ce pas? Donc et on dit que l'ensemble est susceptible de tourner autour d'un axe de rotation passant par le point O qui est là. Donc on a dit ici figure 2, mais on voit bien que c'est la figure 1 ici. Donc là, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas méchanceté. Maintenant, bon, peut-être aussi, c'était peut-être avec l'autre schéma, donc celui-là, le schéma 2, donc il tourne autour de l'axe là, on le voit bien. Maintenant, on nous dit qu'on note par M1, M2 les centres respectifs C1, C2, la relation barycentrique permettant de déterminer la position de G et M1, G, M1 vecteur plus M2, G, M2 vecteur égale vecteur nul. Maintenant, je précise une chose, on va le préciser après tout à l'heure, que ce G, c'est le barycentre, donc c'est le centre de gravité en fait des cylindres. Donc là, on va le préciser. Mais on va d'abord répondre à cette question. On nous dit en posant G0, le centre de gravité de la tige, on demande de montrer d'après la relation barycentrique que la distance G0G est égale à M2 facteur L plus R2 moins M1 facteur L plus R1 sur la somme des masses. C'est-à-dire sur M1 plus M2. Ça vient de confirmer ce que je te dis. Donc, c'est-à-dire le G, c'est le centre de gravité des deux cylindres. Si on prenait le système C1, C2, leur centre de gravité donc, va être le point G. Maintenant, on va voir tout simplement ce qui va se passer. On va placer un petit axe pour bien comprendre. Et maintenant, on va prendre quelque chose de très simple, une relation mathématique. Donc, on sait que si G, il va être le barycentre donc de M1 avec sa masse petit m1 et de M2 avec sa masse petit m2. Maintenant, vous savez qu'on peut utiliser la réduction vectorielle pour tout point M du plan. Vous savez que si nous avons, excusez-moi, si nous avons un point G, barre de A, alpha, B, bêta, pour tout point M du plan, on peut avoir alpha plus bêta mg égale alpha ma plus bêta mg. Bêta mb, autant pour moi. Donc, c'est ce que nous allons utiliser ici. Avec notre A égale M1, notre B égale M2. Les coefficients, donc c'est M1, M2. Donc, d'après la réduction vectorielle, on peut appliquer M1 plus M2 mg est égal à M1 grand M1, M1 plus M2 grand M, M2. Donc, ça, c'est la réduction vectorielle. Avec la réduction vectorielle, ce qui est génial, c'est que ce point M, on peut le remplacer par n'importe quel point du plan. Mais ici, on va choisir de le remplacer par G0 parce que c'est la relation qu'on veut avoir après. Donc, en remplaçant M par G0, nous avons M1 plus M2 G0G est égal à M1 G0 M1 plus M2 G0 M2. Maintenant, cette relation que nous avons, on va la projeter sur cet axe horizontal qui est orienté vers la gauche. On pouvait orienter vers la droite, ce serait la même chose. Mais aussi, il faudra veiller au signe parce que le signe sera important. Maintenant, en projetant cette relation, regarde, si on a G0G, donc il va être le vecteur G0G va être dans le même sens que notre axe. Je rappelle que M1 plus M2 sont des constantes. Donc, dans ce cas, en projetant, nous avons M1 plus M2 G0G. Maintenant, regarde, G0M1. Donc, G0M1 est un vecteur qui est orienté dans le sens contraire de l'axe. Donc, c'est pourquoi nous avons mis un signe moins ici. Si on a pris la mesure algébrique de ce vecteur, nous aurons
moins M1 G0 M1. Et maintenant, pour G0 M2, pas de souci, on est sur le même sens que l'axe. C'est pourquoi nous avons plus M2 G0 M2. Et tu vois, après le reste, c'est très simple. Donc, on va juste changer la place entre M2 et M1 pour avoir M1 plus M2 G0G égale M2 G0 M2 moins M1 G0 M1. Maintenant, après, voilà, ce qui reste, c'est pas compliqué. On va juste calculer les distances G0 M2 et G0 M1. Maintenant, G0 M2, je rappelle que G0 se trouve au milieu de la tige. Donc, la tige ayant une longueur qui est égale à chose, comment ça s'appelle, grand L. Et ce grand L-là est égal à 2 petits L. Donc, dans ce cas, la distance entre G0 et M2, c'est la même distance entre G0 et M1. Ou plutôt, la distance entre G0 et ce bout-là, c'est L. La distance entre G0 et ce bout-là aussi, ce sera L, vu que la tige a une longueur 2L. Maintenant, la distance entre G0 et M2, ce sera la distance entre G0 et ce bout-là, c'est-à-dire L, plus le rayon donc du cylindre C2, c'est-à-dire L2. R2 autant pour moi. Et pour la distance entre G0 et M1, ce sera la distance entre G0 et ce bout-là, c'est-à-dire L, plus maintenant le rayon de C2 qui est égal à R1. Et on remplace pour avoir M1 plus M2 G0G est égal à M2 facteur L2, L plus R2, moins M1 facteur L plus R2. Et dans ce cas, on divise par M1 plus M2 pour avoir la relation qui a été demandée, à savoir G0G est égal donc à M2 facteur L plus R2 moins M1 facteur L plus R1 sur M1 plus M2. Et le calcul nous donne la distance G0G est égal à 0,6 mètres. C'est bon? Voilà, c'est très intéressant. On va passer à la suite. Maintenant, on nous dit, parce que là, c'est en fait là où il faut faire attention. On nous demande de calculer la valeur donc du moment d'inertie J delta. Donc, mais on nous rappelle avec le théorème de Huygens que le moment d'inertie d'un système total de masse mt par rapport à un axe donc parallèle à l'axe delta 0 est donné par la relation, bon, aussi passant par son centre de gravité situé à une distance d telle que voilà une distance d de celui-ci. Donc ce moment d'inertie se calcule J delta est égal à J0 plus mt d carré. Maintenant, on va faire doucement. Nous allons calculer d'abord la masse totale. Regarde, on a pris le système, donc c'est-à-dire le système, les deux cylindres plus la tige. Donc la masse totale, ce sera la masse du premier cylindre C1 plus la masse du deuxième cylindre plus la masse de la tige, ce qui nous fait 0,56 kg. Maintenant, pour J0 aussi, on va calculer, on va faire doucement pour ne pas se tromper. Donc pour J0, c'est 29 mtl carré sur 100. En calculant J0, nous avons 0,1624 kg mètre carré. Maintenant, ce qui va être un peu délicat, c'est de chercher la distance D. Mais pour chercher la distance D, il faut quand même être assez futé. Et savoir que D, c'est la distance entre le pivot, c'est-à-dire le point O, et le centre de gravité total du système, n'est-ce pas? Parce que je te rappelle, tout à l'heure, je t'ai dit que G n'est pas le centre de gravité total du système, c'est le centre de gravité pour les deux cylindres. Et quand on l'a calculé, on n'a pas pris en compte donc la tige. Parce que la tige, son centre de gravité, c'est G0, n'est-ce pas? Maintenant, le centre de gravité de l'ensemble de ce système, on va l'appeler G6 pour ne pas se tromper. Maintenant, le centre de gravité G6, il va être le barycentre entre le centre de gravité des cylindres, c'est-à-dire G, et le centre de gravité de la tige qui est G0. Je rappelle que chaque centre de gravité va porter les masses donc des éléments qui le composent. Avec G0, c'est le centre de gravité de la tige. Donc, il va porter toute la masse de la tige. Il va être comme une sorte de centre de masse. La masse de la tige, c'est 98 grammes. Donc, ce sera G0, 0,098. Donc, ça, c'est pour le G0. Maintenant, pour le G, lui, c'est le centre de gravité des deux cylindres. Si on prend la somme des masses des deux cylindres, nous avons 462 grammes qui correspond à 0,462. Donc, le G, qui est le barycentre du système, ou bien le centre de gravité du système, c'est le barycentre de G0, 0,098 et G, 0, chose, comment ça s'appelle, 462. Donc, du coup, vous voyez, c'est pas très méchant, mais il faut quand même faire très attention. Donc, ici, le piège, c'était de ne pas confondre le centre de gravité des deux cylindres et le centre de gravité total du système, n'est-ce pas?
Et comme G est l'origine de notre repère, on peut retrouver donc les coordonnées de ce barycentre en appliquant les coordonnées du barycentre. Vous savez que si vous avez G barre de A avec les coordonnées XA, YA, coefficient alpha, B, coordonnées XB, YB, coefficient bêta, les coordonnées du barycentre XG, c'est toujours alpha XA plus bêta XB sur la somme alpha plus bêta. C'est ce qu'on applique. Ici, maintenant, on n'a pas besoin de l'ordonner parce qu'on sait que le barycentre du système va se trouver sur cet axe. Donc, si on a sa position en X, on règle le problème. Donc, du coup, X sera égal à alpha, donc le coefficient fois X de G0. X de G0 égale 0 parce que G0 est l'origine de notre repère, n'est-ce pas? Plus maintenant, bêta fois X de G. Maintenant, je rappelle que X de G, voilà, donc il va se trouver à moins 0,6. Donc, comme on l'avait calculé tout à l'heure, donc là, c'est pas méchant. Donc, du coup, on va se retrouver avec, mais bon, comment ça s'appelle? Ce serait plutôt le G, il est à la bonne position parce qu'il est là. Donc ici, au lieu de mettre un signe moins, donc vous pouvez enlever le signe moins et mettre juste 0,495. Vous allez voir qu'après, ça ne va pas être, voilà, ça ne va pas être méchant parce que moi, en calculant, j'avais oublié que l'axe était orienté vers la gauche et non vers la droite. Donc le point G se trouve à droite. Donc, il va avoir une abscisse qui est positive. Donc, c'est 0,495. C'est bon. Bien, donc pour XG6, donc comme tu le vois, j'ai rétabli. Donc, on prend G0, G6, qui est égal donc à 0,465 mètres, n'est-ce pas? Maintenant, on nous dit que OG0 est égal L sur 2. Donc là, on sait que 2L égale 2 mètres. Donc, cela veut dire L égale 1. Donc, L sur 2 va être égal à 0,5 mètres, n'est-ce pas? Donc, maintenant, la distance entre l'axe de rotation O et G système, donc ce sera O G0 plus G0, 6, G0, G6, n'est-ce pas? Et là, en faisant la somme, on obtient 1 mètre environ, n'est-ce pas? Du coup, on peut calculer la valeur de J delta, ce qui nous fera, donc, comme tu le vois, 0,7224 kg mètre carré. Allez! Maintenant, on attaque la troisième partie. On nous dit qu'un opérateur, maintenant, il va libérer l'ensemble de tiges plus cylindre, donc tout le système, avec une vitesse angulaire oméga 0 égale 15 radians par seconde. En admettant donc que J delta égale 0,8, donc tu vois, on trouve presque la même chose. En arrondissant, on trouve la même chose. Donc ça nous montre que nous avons bien trouvé la valeur qu'il fallait. On demande d'établir en fonction de oméga 0 G, MT, J delta, L et G0 G, l'expression de la vitesse angulaire, donc de oméga B, au niveau de ce point-là, qui est le point à la verticale, donc le point B. Donc ici, on va appliquer le TEC entre A et B. Mais attention, on considère le système tige plus cylindre, parce que c'est l'ensemble qu'on va libérer, n'est-ce pas? Donc, le référentiel terrestre supposé galiléen, le bilan des forces appliquées ici, c'est le poids du système. Donc, c'est le poids de l'ensemble du système. Maintenant, en appliquant le TEC entre A et B, on va voir que nous avons 1 demi de J delta oméga B carré moins 1 demi de J delta oméga 0 carré égale au travail du poids total. Donc, le travail du poids total du système. Si on sait que le poids total du système, c'est le poids de la tige plus le poids des cylindres. Donc, le travail du poids total, ce sera le travail du poids de la tige, plus maintenant le travail du poids des cylindres, n'est-ce pas? Et maintenant, pour le travail du poids de la tige, on va considérer donc le point G0 qui est, voilà, donc le centre d'inertie de la tige. Donc, ce sera mg multiplié par la distance, n'est-ce pas? Comme on est en train de descendre, la distance qui a été parcourue par G0, c'est donc la distance OG0. Donc, du coup, on va avoir mg OG0. Et on sait que OG0, c'est L sur 2. Nous avons donc mg L sur 2, pour faire simple. Maintenant, pour le travail du poids des cylindres, vous savez que ici, avec le poids des cylindres, nous avons la masse des cylindres, c'est-à-dire M1 plus M2 fois G fois maintenant la distance qui a été parcourue. Pour la masse des cylindres, vous savez qu'avec les cylindres, leur centre d'inertie, c'est le point G. Donc, ce sera la distance qui a été parcourue. Donc, c'est la distance ou bien c'est la hauteur OG. Et on sait que OG est égal donc à L sur 2, n'est-ce pas? C'est-à-dire la distance OG0 plus maintenant la distance G0G que nous avions déjà calculée dès la première question. Donc, voilà pour cette partie. Ensuite, maintenant, on va essayer d'arranger un peu la chose.
On connaît le poids, le travail du poids de la tige, il est là. Le travail du poids des cylindres, il est là. On va additionner et essayer donc d'arranger un peu la chose là. Donc, en additionnant, ici, vous voyez que on a la possibilité de factoriser par G. Quand on factorise par G, nous avons ML sur 2 plus maintenant M1 plus M2, L sur 2 plus G0G. Et là, on a la possibilité, ce L2 là, de le développer avec M1 et M2. Mais on n'a pas besoin de développer avec G0. C'est pourquoi nous avons M1 fois le L sur 2. Ça nous fait M1L sur 2. M2 fois L sur 2, ça fait M2L sur 2. Et maintenant, l'ensemble fois G0G, ça fait G0G facteur M1 plus M2. À partir de là, on peut factoriser par 1 demi de L. Tu le vois? En factorisant par 1 demi de L, nous avons petit m plus M1 plus M2. Et ça correspond à la masse totale du système. C'était pour sortir le MT qui est là. Donc, le travail du poids du système, c'est G facteur MTL sur 2 plus G0G facteur M1 plus M2. Après, maintenant, on va revenir à notre théorème donc du centre plutôt théorème de l'énergie cinétique qu'on avait appliqué. Voilà ce que nous avons. On va transposer de l'autre côté, n'est-ce pas? Après, voilà, donc faire des manipulations en multipliant d'abord toute l'équation par 2 pour faire disparaître les 1,5. Et là, nous avons J delta oméga carré égale J delta oméga 0 carré plus 2G. Maintenant, après, on applique la racine en prenant soin de diviser par J delta partout. Donc, de ce fait, nous avons ici oméga carré, oméga 0 carré plus 2G sur J delta, facteur maintenant de toute la parenthèse. Donc, voilà notre expression de oméga B en fonction de oméga 0, B, G, MT, JL, J delta, L et J0, G. Donc, voilà le tout. Maintenant, vous allez me dire que oui, monsieur, on n'a pas dit d'exprimer en fonction de M1 plus M2. Mais bon, vous savez qu'avec M1 plus M2, on peut tout simplement remplacer par les valeurs et laisser les valeurs qu'on nous a demandé de faire l'expression. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Maintenant, ici, on va passer avec, en déduire la vitesse, donc VB du centre d'inertie. Ici, on sait que VB est égal à R oméga. La vitesse, c'est rayon multiplié par la vitesse angulaire. Avec le rayon, donc ici, on a demandé la vitesse du centre d'inertie de C2. Donc ici, la position de C2. Donc le rayon sera égal à la distance OM2, n'est-ce pas? Et maintenant, cette distance OM2 va être égale à OG0 plus maintenant G0 jusqu'à M2. Et on sait que OG0, c'est L sur 2. G0 M2, donc c'est L déjà, n'est-ce pas? Plus maintenant le rayon R2. Donc, de ce fait, en additionnant, nous avons 3 demi de L plus R2. En multipliant avec donc oméga B, nous avons VB est égal à oméga B facteur 3 demi L plus R sur 2. Ici, on n'a pas demandé la vitesse donc en fonction des choses là. C'est pourquoi on l'a laissé comme ça. Donc, c'est pas méchant, n'est-ce pas? Voilà. Ou bien on pouvait mettre donc la parenthèse devant cette racine, cette grosse racine là qui fait un peu peur, mais bon, il n'y a pas de souci. Ensuite, on nous dit, voilà, maintenant que arrivé, bon, ici aussi, je précise juste une chose. On nous a pas, voilà, on nous a pas vraiment donné, donc, ce chose. On n'avait pas à calculer, donc, je voulais dire, on n'avait pas à calculer la valeur de VB, n'est-ce pas? Donc, parce que là, voilà, donc, on peut juste laisser comme ça. Voilà, donc, on peut juste laisser comme ça. On n'a pas vraiment besoin de faire le calcul. Pour juste préciser, n'est-ce pas? Là, mais si ça vous rassure plus, donc vous pouvez faire le calcul. On n'a pas demandé de calculer. Maintenant, ici, on nous dit de montrer, arrivé en B, le cylindre donc va se détacher. Le cylindre C2 va se détacher. Et maintenant, attention, on nous dit qu'il roule sans glisser. Quand on vous dit maintenant que le solide est en train de rouler sans glisser, cela veut dire qu'il va posséder deux sortes d'énergie cinétique. Il va posséder non seulement une énergie cinétique de translation, mais il possède aussi une énergie cinétique de rotation. Ça aussi, c'est un petit piège sur lequel quand même il fallait prendre gaffe pour éviter donc de perdre donc cette expression. On nous dit maintenant que voilà, le cylindre poursuit sa course. Et entre C et D, C2 est repéré par la mesure de l'angle bêta. Donc ici aussi, on a mis un petit acte parce que d'habitude, on nous donnait l'angle avec la verticale. Mais ici, on nous donne l'angle avec, voilà, donc avec l'oblique. Mais bon, c'est pas méchant. Vous allez voir qu'après, on peut sortir ça. Maintenant, ici, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point C et le point M. Donc, du coup, nous avons ECM moins ECC va être égal à M2GH, n'est-ce pas? Donc, parce que ici,
on va juste utiliser la masse du cylindre. H, c'est la différence de niveau entre le point C et le point M, n'est-ce pas? Maintenant, comme je te le rappelle ici, de façon générale, quand un solide roule sans glisser, il possède une énergie de translation, mais aussi une énergie de rotation. Donc, l'énergie de translation, c'est 1 demi de mv carré. L'énergie de rotation, c'est 1 demi de j delta oméga carré. Maintenant, notre cylindre, il est plein. Donc, son moment d'inertie, c'est 1 demi de m2 r2 carré. Le oméga carré, c'est v carré sur r carré, n'est-ce pas? Parce que oméga, c'est v sur r. En élevant au carré, nous avons v carré sur r2 carré. Donc, en fait, on essaie de faire le calcul pour simplifier les choses après. En calculant l'énergie cinétique totale, nous avons 1 demi m2v carré plus 1 quart. Pourquoi? Parce que nous avons 1 demi multiplié par donc ce 1 demi là et ça fera 1 quart. Maintenant, m2r carré. Parce que là, quand on prend et on multiplie aussi par v carré sur r2 carré, après il y a un petit travail de simplification avec les r2 carré. Il va nous rester 1 demi m2v carré plus 1 quart m2v carré. Et ça, c'est égal à 3 quarts m2v carré. Maintenant, ces 3 quarts là, vous allez voir qu'après, on inversera pour avoir 4 tiers, n'est-ce pas? On y va. Maintenant, on va appliquer le TEC entre C et M en utilisant l'énergie cinétique totale. Donc, c'est 3 quarts m2vm carré moins 3 quarts m2vc carré égale à m2gh. Maintenant, avec h qui est la différence de niveau entre le point C et le point M. Or, maintenant, on sait ici que l'angle IDIC, donc c'est cet angle-là, IDIC, il est égal à alpha. Et ça, c'est très simple à comprendre. Regarde, ici, si on avait prolongé, et là, si on avait donc voilà, donc tracé, donc prolongé cette droite-là aussi, on aurait deux triangles rectangles qui partagent un angle commun, n'est-ce pas? Et comme on a deux triangles rectangles qui partagent un angle en commun, donc cet angle-là, l'angle alpha, va venir ici sur ce côté. Donc l'angle IDIC va correspondre à alpha. D'accord, c'est ça en fait qu'il fallait régler d'abord. Donc du coup, le H ce sera égal à la différence de niveau entre C et M. Maintenant, pour la différence de niveau, vous savez que ce sera IC. Et si on avait projeté ici le point M et avoir un point M', on aurait IC moins IM'. Maintenant, IC correspond à R et IM' va correspondre à R et le cosinus de cet angle-là qui sera égal à alpha moins bêta. Donc, c'est pourquoi nous avons R facteur de 1 moins cos alpha moins bêta, comme tu le vois. Et là, de ce fait, on peut inverser parce qu'on en aura besoin ici. Quand on inverse, on va avoir cos de moins bêta plus alpha. Et on peut avoir cos de moins, entre parenthèses, bêta moins alpha. Or, on sait que cos de moins alpha ou bien cos de moins θ égale cos de θ. Donc, cos de moins, entre parenthèses, bêta moins alpha est égal aussi à cos de bêta moins alpha. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, on va utiliser une ligne trigo. On sait que sin de pi sur 2 plus alpha égale cos de alpha. Donc, ce cosinus-là, on va le remplacer par sinus pour avoir pi sur 2. Notre alpha égale bêta moins alpha, ce qui nous fera pi sur 2 plus bêta moins alpha, ou bien on déplace bêta pour avoir pi sur 2, bêta plus pi sur 2 moins alpha. Donc, voilà notre hauteur. On n'a pas encore réglé notre problème. On voulait juste calculer la hauteur pour que tu comprennes. Maintenant, en remplaçant la hauteur, c'est ça que nous avons. Après, le reste, c'est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? On va juste multiplier par 4 divisé par 3 pour avoir cette partie. Et là, on va déplacer VC carré de l'autre côté pour avoir finalement que VM égale grande racine VC carré plus 4GR sur 3 facteur 1 moins sin bêta plus pi sur 2 moins alpha. Voilà pour cette question. Ensuite, maintenant, on nous dit de déterminer la vitesse du centre d'inertie au point D. Maintenant, quand on se trouve au point D, vous voyez que l'angle bêta est nul. Donc, au point D, bêta égale 0. Donc, voici la vitesse du centre d'inertie. Ce n'est pas compliqué ça, je pense. Ensuite, maintenant, on nous dit, voilà, que C2 va quitter la piste au niveau du point G. Donc, C2 va parcourir toute cette partie, venir jusque-là, et va quitter la piste au niveau de ce point. Et là, quand il quitte la piste, il va buter sur ce ressort, n'est-ce pas? Et on nous a gentiment donné la vitesse égale à 1,85 mètres par seconde. Et là, maintenant, une information très intéressante, on nous dit que C2 glisse. Maintenant, il ne roule plus. Donc, C2 va glisser. Et quand C2 glisse, là, il ne va plus posséder une énergie cinétique de rotation, mais il va juste posséder une énergie cinétique de translation, n'est-ce pas?
Et là, on dit qu'il va s'immobiliser après avoir infligé à ce ressort-là une compression qui est égale à X. Maintenant, on corse un peu la chose en admettant qu'il y a des forces de frottement. Donc, arrivé à ce niveau, non seulement il va être soumis à la tension du ressort qui va tout faire pour l'arrêter, mais aussi il y aura des frottements qui vont faciliter donc cet arrêt. Donc là, maintenant, on nous demande de retrouver donc la compression X. Maintenant, on va poser juste le théorème de l'énergie cinétique. Donc, delta EC est égal non seulement au travail du poids, travail tension, travail de la force de frottement. Et comme ces deux glissent, ils possèdent juste une énergie cinétique de translation, n'est-ce pas? Je rappelle que l'énergie cinétique finale va être nulle parce qu'il va s'arrêter, n'est-ce pas? Et donc, ce sera moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire moins 1 demi de M2 V carré avec cette vitesse-là, 1,85, est égal, le travail du poids est nul, le travail de la tension est toujours négatif, donc c'est moins 1 demi kx carré, moins maintenant Fx qui correspond donc au travail de la force de frottement est égal, donc et là on peut calculer 1 demi de M, 1 demi de M de V carré, et là on va avoir chose moins 6,460, moins 0,62 autant pour moi. En calculant maintenant moins 1 demi de K, on va avoir moins 6,455 parce que K, on nous l'a donné, c'est 12,91. Donc, on va essayer de bâtir une équation du second degré comme on le fait d'habitude. Moins maintenant Fx, notre F c'est 0,1 moins 0,1x. En transposant, nous avons une équation du second degré. Et là, on calcule delta, on retrouve environ 16. Donc, on arrondit bien sûr, égale 4 carré. Pour le x1, il est négatif, donc on ne prend pas. Pour le x2, il est positif, 0,3 mètres. Donc, la compression est égale à 30 cm pour que donc, la bille puisse s'arrêter. C'est bon? Voilà, donc c'est un super exo très intéressant. On va pour l'exo suivant.